Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Ça y est, c'est l'heure du premier Master 1000 de cette saison 2025 et pas n'importe lequel, l'heure d'Indian Wells, peut-être même le 5e Grand Chelem. Alors on a énormément de choses à se dire, bouge pas, ça commence tout de suite. Bon, premier Master 1000 de la saison, c'est un petit événement et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose que j'organise sur mon Instagram. C'est un jeu concours qui aura lieu à tous les Master 1000. Voilà, à tous les Master 1000, je vais vous faire gagner le t-shirt du vainqueur du tournoi. Donc c'est assez simple, c'est ici, c'est sur la page épinglée de mon Instagram. Vous allez sur Val Tiebreak sur Instagram, vous cliquez et là, il y a tout ce qu'il faut faire pour participer. Il faut juste aimer le post, il faut suivre la chaîne YouTube et Instagram. Donc si c'est pas déjà fait, tu peux déjà t'abonner, tu prends de l'avance et ensuite il faut juste commenter et taguer 2 amis et ensuite il faut suivre le tournoi et voir qui va gagner ce tournoi. Évidemment, j'ai un petit penchant pour Gaël Monfils. Alors pas parce qu'il est français, pas parce qu'on adore Gaël, peut-être parce que son t-shirt de la marque Art & Go coûte un petit peu moins cher vu que je n'ai aucun sponsor. Évidemment, je rigole, je serais très heureux que ce soit n'importe quel joueur et de vous offrir le t-shirt du vainqueur. Et si c'est Gaël, on sera tous très contents, bien évidemment. Règle très importante, si vous participez et que vous gagnez, le t-shirt, il est pour être utilisé et pas pour être revendu sur Internet comme vous faites avec vos cadeaux de Noël. Bref, maintenant on peut enchaîner, c'est l'heure d'Indian Wells, peut-être le meilleur Master 1000, en tout cas le plus impressionnant. Le site est exceptionnel et ce qu'il faut noter, la première chose très importante sur le tournoi de cette année, c'est qu'ils ont changé la surface. Donc, le tournoi d'Indian Wells justifie son changement de surface. Cette cohérence garantit que tous les cours soient égaux entre les événements. Déjà, ça pour moi, c'est une très bonne chose. Ce serait bien qu'on arrive à faire la même chose avec les balles. Peut-être avec la durée des événements aussi, on a des Master 1000 sur 7 jours, encore là sur 12 jours. Est-ce qu'on reviendra en arrière? Est-ce que tous les Master 1000 seront définitivement en 12 jours? Bref, ce qu'on demande aussi, c'est de la cohérence dans le matériel, dans l'organisation des tournois. Et ce qu'il faut noter avec cette surface, c'est qu'après 25 années d'utilisation du Plexipave, la direction de l'épreuve a décidé de passer au Lake Cold, est déjà utilisé à l'US Open et à Miami. Donc, en l'occurrence, on passe apparemment, dans ce qu'ils nous annoncent, dans une surface qui va être un petit peu plus rapide que les années précédentes. Les années précédentes, on était sur un rebond plutôt haut. On va dire que c'était une surface assez lente qui pouvait privilégier les créateurs. On va dire, par exemple, Carlos Alcaraz qui a gagné les 2 dernières éditions. Là, on est censé être sur une surface un peu plus rapide avec un rebond un peu plus bas. Ça doit ressembler à Miami et à l'US Open qui sont quand même des surfaces plus connu pour être rapide qu'Indian Wells ces dernières années. On le voit ici, on a le calendrier, on a Indian Wells puis Miami, donc ça c'est une très bonne chose d'avoir une cohérence sur la surface. D'après les premiers retours qu'on a eu sur les qualifications, pour l'instant il y a une très légère modification, on va dire, une amélioration de la vitesse, mais bon c'est sur un échantillon de match très minime et surtout le temps que la surface aussi se fasse. Peut-être que pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais au fur et à mesure du match, au fur et à mesure des entraînements, puisqu'il y a tournoi masculin et féminin, il va y avoir énormément de passages sur les terrains. Donc peut-être qu'on va avoir l'évolution de cette surface au fil du tournoi. Et ça va être quelque chose à noter aussi. Quand un tournoi change sa surface comme ça, entre le premier jour et le dernier jour, c'est très différent. On peut penser notamment à Wimbledon, avec le gazon entre le premier jour et le dernier jour. On n'est pas du tout sur le même type de gazon. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir noter, qu'il va falloir avoir à l'œil durant toute la partie et durant tout le tournoi. Ensuite, on va faire un petit tour sur les derniers vainqueurs de ce tournoi. Bon, depuis 2000, on peut remonter un peu, depuis 2010, 2005, etc. On avait du Roger, du Nadal, du Djoko, un petit Lubicic qui s'était perdu par là. Ensuite, on avait eu Del Potro et Dominic Thiem. Ensuite, pandémie de coronavirus. Et là, la finale la plus what the fuck, peut-être pas de l'histoire du tennis, mais franchement, c'est une finale hallucinante. Cameron Norrie, Nicolas Basilashvili. Et puis derrière, Tyler Fritz face à Rafael Nadal. On se souvient de ce début de saison exceptionnel de l'Espagnol en 2022 où il n'avait perdu aucun match jusqu'à cette finale où il semblait être blessé. Et puis derrière, on a eu 2 fois la même finale ces 2 dernières années. Alcaraz face à Medvedev où on a vu un Espagnol largement au-dessus du Russe. L'année dernière, Carlos Alcaraz bat Yannick Sinner dans un des seuls tournois qu'Yannick Sinner ne va pas remporter. Donc voilà où on en est. On a changé
changement de surface. On a 2 années de suite avec la même finale, Alcaraz face à Medvedev. Est-ce qu'il va y avoir du changement? C'est toute l'interrogation de ce tournoi en 2025, puisqu'on a évidemment l'absence de Yannick Sinner qui change beaucoup de choses. On a une tête de série numéro 1 qui s'appelle Alexander Zverev. On a un Carlos Alcaraz qui va tenter de faire le triplé et qui, entre guillemets, se doit de faire le triplé avec l'absence de Yannick Sinner et doit s'imposer comme le patron du circuit. Alors, on va évidemment essayer de voir ensemble, est-ce que c'est si simple? Est-ce que Carlos Alcaraz est l'ultra favori de ce tournoi? Est-ce que enchaîner 3 victoires de suite dans le même tournoi, c'est quelque chose d'envisageable? Moi, je vais vous donner mon avis. On va faire ensemble mon tableau et puis je vous inviterai aussi à faire le vôtre sur Tennis Draw Challenge comme d'habitude. Mais avant ça, j'ai préparé justement mes favoris avec le jeu des petites étoiles. Vous le connaissez, 5 étoiles, c'est ultra favori, 4 étoiles, un tout petit peu moins et ainsi de suite. Voilà, j'ai mis ces 5 joueurs-là pour moi, 5 étoiles ultra favoris comme on peut le voir de temps en temps. Là, il n'y en a pas. J'ai mis 4 étoiles, Carlos Alcaraz, parce que il est quand même sur un doublé, mais il y a un petit changement de surface. Dans l'esprit des gens, en tout cas, c'est là que je le mets. On verra si c'est mon favori, si j'en ai fait mon favori dans mon tableau juste après. 3 étoiles, j'ai mis personne. J'ai mis Medvedev, évidemment, en 2 étoiles. Avec son passé récent dans ce tournoi, il le mérite, et puis c'est normal aussi. Medvedev, c'est un joueur, même s'il n'est pas dans la forme de sa vie, qui est très performant sur le dur extérieur, et notamment Indian Wells ces 2 dernières années. Et puis derrière, à 1 étoile, j'ai mis Zverev, Fritz qui a déjà remporté ce tournoi, Djokovic, bien évidemment. Donc la tête de série numéro 1, Fritz qui a déjà gagné ce tournoi et qui joue à domicile, et le retour de Djokovic qu'on ne présente plus, évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, ça reste cohérent, si pour vous, vous avez les mêmes étoiles. On peut en débattre, c'est assez intéressant. Donc maintenant, on fait un petit point sur les quarts de finale de l'année passée. On retrouve des Tommy Paul, des Casper Ruud, Holger Rune était là aussi. On avait Alexander Zverev, mais qui avait pris une doudoune face à Alcaraz. Et maintenant, c'est l'heure d'aller sur Tennis Draw Challenge. Tennis Draw Challenge, c'est simple, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Vous remplissez votre tableau, vous rejoignez le groupe. Donc ici, le groupe, vous allez sur Val Tiebreak. On est déjà 250, c'est énorme. Ça n'engage à rien, il n'y a rien à gagner. C'est juste pour le plaisir, la passion du tennis. Et ensuite, vous allez sur Bracket, ATP Edit, et là vous faites 2025 Indian Wells Edit. Alors ils n'ont pas forcément mis tous les qualifiés parce que les qualifiés ont joué cette nuit, mais vous pouvez retrouver le tableau sur d'autres sites et puis vous pouvez comparer, voir qui sont les qualifiés. Moi j'ai mon téléphone juste à côté, donc ça va m'aider aussi parce que j'ai fait passer des qualifiés, il y a des qualifiés que j'ai fait sortir, donc je vais essayer d'être assez organisé. Donc maintenant, c'est l'heure de mon tableau, on va commencer. On va pas parler des premiers tours, on va directement aller ici au niveau des huitièmes de finale. 1, 2, 3, ouais, huitièmes de finale. Là, on a les quarts de finale. Là, on a les demi-finales. Et là, on a la finale, donc voilà. Bon, il y aura un peu de spoil parce que j'ai rempli mon tableau un petit peu en amont, mais c'est pas très grave. Moi, c'est simple, j'ai fait passer Alexander Zverev face à Mpetshi Pirika et qui tombera face à Thomas Marach. Voilà, je trouve qu'Alexander Zverev dans ce tournoi c'est très compliqué. Alors certes, en 2021 il perd contre Fritz, en 2022 contre Tommy Paul, ensuite contre Medvedev et contre Carlos Alcaraz. Il n'y a aucun scandale, mais en fait je trouve que ce début de saison d'Alexander Zverev c'est du grand n'importe quoi. Alors oui, à la finale à l'Open d'Australie, mais il y a surtout une multitude de tournois, un enchaînement de tournois. Il joue partout, il enchaîne les matchs, il va jouer la tournée sud-américaine, ensuite il enchaîne direct avec Indian Wells. Alors oui, il va pas raté Indian Wells, mais peut-être qu'il aurait pu faire l'impasse sur Rio. Alors, il y avait peut-être énormément d'argent en jeu, on lui avait promis un énorme chèque. Moi, ce que je constate, c'est qu'il est en train de se perdre et qu'à force de vouloir absolument gagner un tournoi du Grand Chelem, il en oublie qu'une saison, c'est long. Une saison en gagnant des Master 1000, c'est déjà une saison réussie, même pour un prétendant à la place de numéro 1 mondial. Donc voilà, à un moment, il faut aussi se dire que les tournois du Grand Chelem, il n'y en a que 4 dans l'année. Les Master 1000, c'est quand même des tournois d'élite où il y a très peu de joueurs qui peuvent les remporter. Je pense qu'il est important de restructurer son calendrier pour se focaliser sur ces tournois-là. Et ce que fait Alexander Zverev, je pense qu'il est capable de le payer à Indian Wells, qui est un tournoi qui ne lui a jamais vraiment réussi. Je vois Thomas Marach surfer sur sa dynamique, lui qui vient de gagner l'ATP 500 d'Acapulco, qui est bien en jambes, qui physiquement est très impressionnant, qui frappe très fort dans la balle, qui se déplace très bien aussi. Est-ce que ce changement de surface peut lui être favorable face à Alexander Zverev? Ça va être aussi
un détail important de voir comment les joueurs vont gérer cette surface. Il y a une part d'inconnu dans ce tournoi. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Et ensuite, Thomas Marach affrontera Matteo Berrettini. Matteo Berrettini qui va battre Hugo Humbert, qui lui-même aura battu Holger Rune. Holger Rune, c'est un petit peu le même style qu'Alexander Zverev. C'est des joueurs que je vais attendre absolument sur la tournée européenne sur terre battue. Mais là, pour l'instant, j'en attends pas grand-chose. On est sur Hugo Humbert et Berrettini, des joueurs qui peuvent très bien performer sur ce dur un petit peu plus rapide, peut-être un peu plus lisse, on verra. Mais Hugo Humbert est un joueur qui fait un très bon début de saison. Berrettini, dans les résultats, c'est pas forcément incroyable, mais moi je trouve que son tennis se met en place. Certes, il perd contre Tsitsipas à Dubaï, mais Tsitsipas fait la semaine, pas de sa vie, mais la semaine de ces dernières années avec un très très bon tennis. Et là, Berrettini, je le vois vraiment faire un très gros tournoi. Je pense que petit à petit, même s'il n'a pas fait un excellent résultat en tournoi, j'ai vu ses matchs, j'ai été très impressionné. Je pense que son choc de revers peut aussi impacter avec cette nouvelle surface et derrière avec son service coup droit sur cette surface rapide. Je pense qu'il a tous les ingrédients pour performer dans ce nouvel Indian Wells. On descend juste en dessous avec Casper Ruud face à Musetti. C'était une partie de tableau un petit peu compliquée. Musetti, est-ce qu'il est blessé, pas blessé? Opelka sur cette nouvelle surface, j'ai envie de dire que ça peut lui convenir, mais je ne sais pas dans quelle forme il est. Contre Musetti, qui a quand même une très bonne main, un très bon œil, je me dis que l'Italien peut quand même être un bon relanceur. Ça va dépendre de l'Italien pour moi, mais j'ai fait passer Musetti. Arthur Fils sur cette nouvelle surface n'apporte aucune garantie malheureusement. Je ne sais même pas s'il est encore prêt. Donc je l'ai fait perdre contre Zinzenzeng. Et voilà, donc à partir de là, on a Casper Ruud face à Musetti. Je fais passer Casper Ruud, qui lui d'ailleurs était en quart de finale l'année passée. Casper Ruud qui jouera Tommy Paul. Tommy Paul est pour moi qui va être un acteur principal de cet Indian Wells. Il va enchaîner victoire face à Boyer, face à Cameron Norrie, puis face à Daniil Medvedev. Daniil Medvedev qui ne passera pas les quarts de finale. Enfin, on est en huitième de finale à cet endroit-là. J'ai toujours du mal sur ce site, vu que c'est pas indiqué en haut, à lire le tableau. Voilà, c'est assez honteux, je dois l'avouer. Mais on aura donc Tommy Paul qui va battre Daniil Medvedev. On a ensuite Rublev qui va battre Karen Khachanov, qui lui-même aura battu Ben Shelton. C'est voilà ma surprise. Je pense que Karen Khachanov petit à petit va retrouver son niveau aussi. J'ai été assez déçu de Ben Shelton, que certes je fais battre Lerner Tien, parce que Lerner Tien sur cette surface un peu rapide, j'ai du mal à le voir performer face au puissant Ben Shelton qui quand même a su canaliser son jeu ces dernières semaines, ces derniers mois, et ça me plaît beaucoup. On a ensuite des matchs hyper intéressants avec le Jack Draper, potentiellement Joao Fonseca, on l'espère. C'est une affiche clairement, je vais me mouiller, qu'on pourrait retrouver en finale. On pourrait retrouver cette affiche en finale, en demi-finale. Là, on l'a au premier tour de Jack Draper, au deuxième tour du tournoi. C'est clairement deux joueurs qu'on peut retrouver en fin d'année dans le top 20, dans le top 15. Peut-être Jack Draper dans le top 10. On sait qu'il y a trop tôt pour le top 10, à mon humble avis. Mais voilà, c'est deux joueurs d'élite, c'est deux joueurs différents. C'est deux joueurs qui vont apporter énormément ces prochaines années pour le tennis. Et là, on a tout de suite cet affrontement du gros cogneur. J'ai hâte de voir ce match-là. J'ai fait passer Joao Fonseca, que je vois ensuite battre Félix Auger-Aliassime, que je vois ensuite, encore une fois, battre Tyler Fritz, et ensuite je le vois s'incliner, on verra après, face à Andrei Rublev. On descend, et là, je vois Novak Djokovic s'incliner face à Davidovich Fokina, parce que ces dernières semaines, et vraiment ces 2 mois de compétition de Davidovich Fokina me plaisent énormément. Novak Djokovic, je ne sais pas où il en est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais où en est Davidovich Fokina. Il a enfin trouvé son rythme, il a enfin trouvé son tennis, il est véloce, il arrive à jouer avec sa qualité de main, il a une très bonne main, il est capable de venir enlever du temps et prendre la balle tôt, il est capable d'aller au filet, il défend extrêmement bien. Alors, il s'est montré un petit peu nerveux dans des scénarios, mais il nous a montré quand même, mine de rien, à Acapulco, notamment dans cette demi-finale face à Shapovalov, qu'il avait les ressources mentales pour passer à autre chose après cette défaite cruelle à Del Rebic face à Kekmanovic. Donc ce qui est très important avec Davidovich Fokina, c'est de comprendre que c'est un joueur ultra complet, en tout cas que moi j'aide énormément, qui n'a pas forcément de gros points forts, mais qui n'a aucun point faible, peut-être mentalement, mais j'ai l'impression que c'est en train de se régler petit à petit. Novak Djokovic ne nous a pas rassuré face à Matteo Berrettini et sa dernière défaite, donc voilà où on en est. Pour moi, déjà, Novak Djokovic ne jouera pas Nick Kyrgios, puisque Nick Kyrgios va jouer Van de Zandschulp. Van de Zandschulp qui, pour moi, va battre Nick Kyrgios. Nick Kyrgios qui est aujourd'hui un consultant télé et plus un joueur de tennis. Donc, je ne pense pas qu'on aura l'affiche tant attendue, si je peux me permettre, des grandes guillemets. Parce que franchement, voilà, à part les noms
Aujourd'hui, tennistiquement, ça ne nous promet pas grand-chose. Et ma surprise, Davidovich Fokina bat Novak Djokovic pour ensuite malheureusement s'incliner face à Hubert Hurkacz qui lui va battre Gaël Monfils. Gaël Monfils, on arrive sur la dernière partie de tableau et vous le voyez, j'ai fait passer Gaël Monfils face à Grigor Dimitrov, j'ai fait passer Gaël Monfils face à Sébastien Corda parce que Gaël Monfils a eu le temps de se reposer, parce que Gaël Monfils arrive aux États-Unis et Gaël Monfils aux États-Unis, c'est de la magie noire, c'est de la magie assurée, c'est exceptionnel. Ce gars est un monstre quand il joue là-bas, il a le public avec lui, franchement, c'est assez monstrueux. En dessous, on a Shapovalov, Carlos Alcaraz. Et pour moi, Shapovalov va battre Carlos Alcaraz. C'est ma surprise avec Davidovich Fokina. J'en ai deux. Voilà, je pense clairement que Carlos Alcaraz, vu ces dernières semaines, moi j'ai vu ses matchs, on a beau dire ce qu'on veut, il a gagné Rotterdam, etc. J'ai pas été rassuré du tout. J'ai pas été rassuré et je pense que je serai rassuré quand il jouera sur terre battue et que son jeu va se mettre en place petit à petit. Mais je suis désolé, face à un cogneur comme Shapovalov et surtout vu le niveau affiché de Shapovalov ces dernières semaines, franchement, j'ai été très impressionné. J'ai été très impressionné par sa qualité de frappe, sa capacité à prendre la balle tôt, sa capacité à bien servir aussi. Et là, on a un Carlos Alcaraz qui, moi, ne m'offre aucune garantie malgré ses victoires, entre guillemets, mais dans le jeu, j'étais franchement très inquiet pour lui. Il a fait le nécessaire, on en avait fait une vidéo. Mais voilà, je pense que Shapovalov va affronter Gaël Monfils après une très belle victoire face à Carlos Alcaraz. Et Gaël Monfils va battre ce Shapovalov qui, on le sait, sur le match d'après, c'est toujours très dur de confirmer. Pareil pour Gaël Monfils, ça va devenir un petit peu dur physiquement et il s'arrêtera face à Hubert Hurkacz. Place au quart de finale, Thomas Marac va affronter Matteo Berrettini. Matteo Berrettini, très en forme. Pareil, Marac, ça va être dur d'enchaîner. Il faut quand même aussi tempérer, c'est des nouveaux formats. C'est un jeune joueur, il vient d'acquérir son premier trophée sur le circuit. Ça va devenir compliqué. Berrettini va en profiter. Il va profiter de l'élimination d'Alexander Zverev pour affronter Tommy Paul qui lui va battre Casper Ruud dans cette partie de tableau. Et on a, je vais pas vous spoil, même si vous l'avez peut-être vu, on va descendre, on va faire step by step. Andrei Rublev va lui battre Joao Fonseca. Oui, Andrei Rublev est devenu un homme mature. Ça y est, il arrive à maturité, son jeu se met en place, ses émotions aussi, et il va prendre sa revanche sur Fonseca et son match de l'US Open. C'est tout ce que je lui souhaite, en tout cas, même si j'adore Joao Fonseca, j'adore Rublev, mais je pense que ce serait bien pour l'histoire que voilà, il l'a battu à l'US Open, l'autre s'est révélé, maintenant on revient à un partout et on repart sur un pied d'égalité. Mais je vois vraiment Andrei Rublev, après le gros parcours de Fonseca, profiter aussi peut-être d'une baisse physique. Le gamin n'a que 18 ans en face, il faut le rappeler, donc c'est pas forcément évident d'enchaîner, surtout avec la charge mentale et ces formats de tournois qui durent sur 12 jours. Mentalement, il faut être capable d'appréhender ces tournois-là, c'est des nouveaux formats, et surtout pour les jeunes joueurs, c'est des semaines qui sont très longues, donc c'est un facteur à prendre évidemment en compte. On descend avec Hubert Hurkacz qui, je l'ai dit juste avant, un petit peu spoil, va battre Gaël Monfils. On remonte et on arrive à nos demi-finales où on a Tommy Paul qui va battre Berrettini. Je vois clairement Tommy Paul aller en finale de ce tournoi. L'année dernière, il fait demi-finale. Et en fait, Tommy Paul, j'ai vu ses matchs depuis le début de la saison et je le trouve très impressionnant, très en jambes, physiquement prêt. Franchement, je le trouve assez frais, on va dire. J'ai l'impression qu'il vole sur le terrain. Moi, il me fait vraiment très bonne impression. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ce match-là peut être très intéressant. Ces deux joueurs-là sont à suivre. En tout cas, Berrettini, Tommy Paul. Tommy Paul qui va aller en finale. Et Hubert Hurkacz face à Andrei Rublev. C'est Hubert Hurkacz qui va passer. Et là, la surprise de ce tournoi, Hubert Hurkacz qui va soulever le trophée parce que Hubert Hurkacz, mine de rien, il a joué peu de matchs, mais moi, le match que j'ai vu face à Carlos Alcaraz avec son nouveau coach Nicolas Massu, m'a énormément impressionné. Je l'ai vu très offensif, alors que lui, d'habitude, est un joueur de contre, un joueur qui est assez passif. Là, je l'ai vu être capable de bien défendre, je l'ai vu être capable de bien attaquer. On sait que son service est peut-être un des meilleurs du circuit quand il arrive à passer sa première balle. Il a une très bonne main, il défend très bien, il peut très bien glisser. On est sur une surface qui va évoluer
évoluer, mais lui, il a fait évoluer son jeu, donc il va être capable de s'adapter. Voilà pourquoi Hubert Hurkacz, je le fais gagner ce tournoi, parce que Hubert Hurkacz aussi, c'est un joueur qui se doit de revenir dans le top 10, j'ai envie de dire, c'est un joueur très complet, qui avait des petites failles évidemment dans le jeu offensif, mais avec Nicolas Massu, il est en train de travailler tout ça, et je pense que ça peut porter ses fruits après plusieurs semaines d'entraînement, un calendrier allégé. Voilà, c'est mon vainqueur à moi. N'hésitez pas, vous, à aller sur Tennis Draw Challenge, vous rejoignez évidemment le groupe, comme on l'a dit ici, vous rejoignez le groupe, vous allez dans Val Tie Break. Pareil, un petit rappel, n'hésitez pas à participer au jeu concours, il faut juste s'abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Instagram. J'ai oublié de vous remercier et après j'ai terminé, on est à plus de 2000 sur YouTube, c'est énorme, on arrive presque à 5000 sur Instagram, donc c'est énorme. Merci à tous, on va évidemment parler de cette Indian Wells en profondeur tout au long du tournoi. Alors si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce, ça m'aide énormément. N'hésite pas à faire ton tableau et nous on se retrouve très bientôt.